Il n'est guère surprenant que les pays qui souffrent le plus de la crise de l'euro soient aussi ceux qui resserrent le plus le budget de la télévision publique. La Grèce a été particulièrement radicale en la matière. En juin dernier, elle a carrément fermé l'ERT, le service public de radio-télévision. Mais en Espagne aussi, les employés de la télévision publique tremblent pour leur travail. On fait des coupes dans tous les budgets et des centaines de journalistes et de caméramens ont déjà été remerciés. Ce qui dérange le plus ces nouveaux chômeurs, c'est que la télévision, justement, parle trop peu de la situation réelle du pays. Ils ont donc décidé de produire eux-mêmes des reportages au plus près de la réalité. Madrid, 9 h du matin. Environ 50 activistes sont rassemblés devant un immeuble occupé auparavant par des squatteurs et à présent muré. Parmi eux, Alicia Armesto, qui filme et commente l'événement. Bonjour, nous sommes devant les portes du Casablanca, qui doivent être ouvertes aujourd'hui pour que les occupants puissent récupérer leurs affaires. Alicia télécharge sa vidéo sur le site de Thomas la Télé, une chaîne de télévision en ligne. Depuis 5 mois, les anciens squatteurs attendent de pouvoir aller chercher leurs vêtements et leurs ordinateurs dans l'immeuble. Même si policiers et militants de gauche se font face presque tous les jours à Madrid, Alicia et ses collègues filment chaque action de protestation. On doit couvrir tous les événements, pas juste un de temps en temps. Nous, en tout cas, ça ne nous suffit pas. Il faut savoir que la plupart des personnes qui travaillent pour Thomas la Télé sont eux-mêmes des activistes. On fait à la fois de l'activisme et du journalisme. Non seulement on informe les gens, mais on les défend aussi. Lolo est un peu le coordinateur en chef de Thomas la Télé. Il a créé la chaîne l'an dernier avec une 50aine de personnes. Auparavant, il était monteur dans un groupe de médias espagnols, mais il a perdu son emploi avec la crise. Il ne se considère pas lui-même comme le chef. À Thomas la Télé, il n'y a pas de hiérarchie. Thomas la Télé est une sorte de plateforme. Et pour y participer, il suffit de s'inscrire. On obtient un compte et on peut mettre en ligne tout ce qu'on veut, sans que ce soit contrôlé. Les idées extrémistes sont naturellement proscrites. Manifestations, évacuations forcées et brutalité policière sont les thèmes de prédilection de la chaîne militante, ceux-là même qui préoccupent la population espagnole. Certains jours, Thomas la Télé rassemble plus de 40 000 spectateurs. Le journal hebdomadaire, présenté entre autres par Alicia, est d'ores et déjà diffusé par une chaîne de télé locale. Comme toujours, on essaie de vous dire les choses telles qu'on les voit. Lolo se rend à la conférence de rédaction hebdomadaire. Comme il n'y a pas d'équipe permanente, tous ceux qui le souhaitent peuvent y participer. Ici, on décide qui ira à telle ou telle manif, qui filmera et qui fera le montage. Le travail s'effectue de manière démocratique, sans aucune censure, car de leur point de vue, il y en a déjà assez comme ça en Espagne. Les principaux groupes de médias espagnols sont contrôlés par des acteurs économiques, qui sont aussi présents dans les banques ou par d'autres multinationales, qui ne souhaitent pas qu'on aborde certains sujets. Il faut donc bien que ces sujets soient traités par d'autres. Par exemple par lui, Jaime Alecos. Ce photographe de 28 ans fournit tous les 2-3 jours une nouvelle vidéo à Thomas la Télé. Son cheval de bataille est la hausse de la violence policière en Espagne, un phénomène qu'il ne tolère plus. Il prend modèle sur les journalistes citoyens égyptiens qui ont parlé par exemple d'un manifestant maltraité au Caire. À l'image, on voit qu'il ne peut même plus ouvrir les yeux. Il a le visage bien amoché. Et cette interview a déclenché d'autres protestations. C'est ça le plus important.
Mon objectif est de filmer le plus possible d'événements pour provoquer des changements sociaux. Pour le moment, Thomas la Télé ne veut pas devenir une chaîne de télé classique. Ses contributeurs se sentent plus libres sur le net. Ils n'en veulent pas moins élargir la programmation, car ils savent bien que tôt ou tard, la crise se terminera. Le paysage ne s'assombrit pas que dans le milieu télévisuel, mais aussi dans les milieux artistiques européens. En Grèce, le budget a été réduit de 35%, au Portugal de 40%. Même dans le Nord, on se met à sabrer dans les dépenses. Il n'y a que l'Allemagne qui reste un Eldorado pour les artistes. L'enveloppe destinée à la culture y a même grossi. Mais dans le reste de l'Europe, les artistes et notamment les comédiens s'inquiètent pour leur cachet. En Italie, le budget de la culture a chuté très bas, jusqu'à ne représenter plus que 0,19% des dépenses de l'État, ce qui contraint les artistes à prendre des mesures drastiques. Le Teatro Valle est le plus vieux théâtre de Rome, et il s'y passe toujours quelque chose grâce à Valerio. Cet Italien de 34 ans a longtemps travaillé comme comédien et metteur en scène. Mais depuis près de 2 ans, il est ici bon à tout faire. En ce moment, il s'occupe des commandes pour la cafétéria. En juin 2011, Valerio et ses compagnons de lutte ont occupé l'établissement. Ils en avaient assez d'une politique culturelle qui se résumait à des restrictions budgétaires. Pendant 40 ans, ce théâtre a été géré par un organisme public spécifique qui a été supprimé par le gouvernement Berlusconi. L'Italie est un des rares pays à ne plus avoir de théâtre subventionné. L'établissement est passé aux mains de la ville de Rome, qui a voulu le privatiser. Alors, on a décidé de l'occuper symboliquement pendant 3 jours. En février, les autorités ont fait évacuer le théâtre Pinelli à Messine en envoyant une unité spéciale de la police. Mais plus l'État sévit, plus la résistance s'amplifie. Des activistes prennent sans cesse d'assaut de nouveaux théâtres. Ces opérations, ils ne peuvent les mener que parce qu'ils bénéficient du soutien massif des milieux culturels. À Milan, Dario Fo, prix Nobel de littérature, a même rejoint les occupants. Le plus important, c'est que vous impliquiez les habitants du quartier. Les gens doivent sentir qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire ici. Je suis à votre disposition et je ferai tout ce qu'il m'est possible de faire. Retour à Rome, au Teatro Valle. Au programme ce soir, Don Giovanni dans une nouvelle mise en scène. Caterina, une comédienne de 33 ans, fait une tournée dans toute l'Italie. Mais le Teatro Valle est le seul théâtre occupé où l'on peut voir la pièce. Ici, au moins, Caterina est assurée de toucher une petite rémunération, ce qui ne va plus de soi dans un pays frappé de plein fouet par la crise. On est payé directement sur la vente des billets. Aujourd'hui, il n'y a plus moyen de faire autrement si on veut avoir la certitude de toucher un cachet. Ces derniers temps, beaucoup de théâtres ne payent plus, même quand on a signé un contrat en présence d'un avocat. Dans mon cas, il y a 3 théâtres qui me doivent encore des cachets. En 2011, Caterina a participé à l'occupation du Teatro Valle. Elle a passé 1 mois à l'intérieur. Mais elle a dû reprendre le travail et elle a joué partout dans le pays. C'est la première fois qu'elle monte sur cette scène. Ça a été très émouvant de revenir ici hier. Surtout qu'on a été très bien accueillis. L'équipe du Teatro Valle veut aller plus loin. Créer un échange entre les artistes et le public. Les spectateurs versent une participation libre. Ceux qui n'ont pas d'argent entrent gratuitement. Valerio profite de l'occasion pour faire la promotion de ce nouveau concept de financement. Bonsoir et bienvenue dans ce théâtre occupé. Notre fondation n'est pas encore officielle, mais on a déjà collecté 150 000 € et on compte 5 000 membres fondateurs. Encore une fois, bienvenue et bon spectacle. Le financement, qui repose à la fois sur les contributions des membres, la participation du public et des fonds publics, doit permettre à terme de payer correctement tous les collaborateurs et les artistes.
En attendant, les activistes proposent un programme culturel exceptionnel sans que la ville de Rome ne débourse un centime. Si demain il n'y a plus d'argent pour la culture, on occupera aussi les musées. On verra bien ce qui se passera. Cette crise ne doit pas dépasser certaines limites, et elle n'en est pas loin. Ça ne peut plus continuer comme ça. Donc il faut réfléchir à de nouvelles solutions. Il y a 2 ans, personne n'aurait cru qu'il serait possible d'occuper un théâtre. Mais on l'a fait. On peut penser que ces occupations sont une aubaine pour la scène culturelle italienne. Sans les artistes et leurs défenseurs, bien des théâtres auraient mis la clé sous la porte. Mais combien de temps ces idéalistes tiendront-ils encore ? Oui, combien de temps? Si les responsables politiques sont aussi peu dignes de confiance que le croient les jeunes Européens, ils devront tenir éternellement. Ce manque de confiance absolue vaut à la fois pour l'État, pour les banques et pour l'euro. Quelques chiffres. La jeunesse européenne ne croit plus en la politique. En Autriche, plus de la moitié des 16-29 ans pensent que la crise économique va atteindre un stade critique qui sera fatal à l'euro. En Allemagne, 4 jeunes sur 5 ont perdu l'espoir de toucher un jour une retraite apte à les mettre à l'abri de la pauvreté. En France, seul un quart des 18-25 ans ont encore foi en un bel avenir. Et en Grèce, 9 personnes sur 10 sont insatisfaites du système politique. Les gouvernements de l'Union doivent désormais composer avec des mouvements de protestation sociale bien établis, comme les indignés, et se préparer à en voir naître d'autres. En Croatie, les jeunes ne sont guère plus confiants qu'ailleurs. Malgré la récente adhésion du pays à l'Union européenne, la plupart des Croates sont sceptiques. Ils attendent davantage de voir ce que ça va donner que de croire dur comme fer à une amélioration. Certains craignent même que l'entrée dans l'Union accélère la dégringolade du pays. Ils professent la démocratie directe par le biais d'un festival de cinéma à Zagreb. Bienvenue au Cinéma Europe. Ici, chaque année, la démocratie européenne est passée au crible pendant le festival de cinéma subversif de Zagreb. Ces organisateurs ne se contentent pas de projeter des films politiques. Ils organisent aussi des rencontres avec des activistes et des philosophes venus de toute l'Europe. Srećko a créé ce festival en 2008 pour tous ceux qui, comme lui, souhaitent partir en guerre contre le système. Les systèmes de santé et d'éducation sont désormais privatisés. Plus de 90% des banques croates ont été rachetées par des Allemands, des Italiens et des Français. Ça a entraîné un chômage terrible. Les gens n'ont plus de perspective d'avenir. Alors ce qu'on essaie de faire, c'est de remettre en question tout ce qui a pu mener à cette situation et proposer des solutions concrètes. Il y a encore 6 ans, personne n'aurait osé faire ça. Le néolibéralisme passait pour le grand sauveur après l'éclatement de la Yougoslavie. Mais en 2009, la crise a frappé ici aussi. Les jeunes se sont alors rassemblés pour se rebeller contre les abus de pouvoir des responsables politiques et des patrons. À la faculté de philosophie de Zagreb, un groupe d'études s'est constitué, avec pour nom Plénum, et pour cheval de bataille, la démocratie directe. Josip en fait partie. Il ne s'attendait pas à rencontrer autant de résistance. C'est vraiment tuant comme boulot. En 2009, le Plénum a occupé la faculté de Zagreb. 20 universités ont suivi à travers le pays. Leur objectif, permettre aux étudiants d'exercer une influence directe sur l'enseignement. Pendant les 34 jours qu'a duré l'occupation, les activistes ont déployé une énergie folle à diriger des débats musclés et de longues sessions de vote. On pensait que la démocratie directe, c'était tout simple. On rassemblait 50, 500 ou 1000 personnes et hop, ça allait tomber du ciel. On allait tout de suite avoir des idées géniales. Mais bien sûr, personne ne pouvait pondre quoi que ce soit d'intelligent sans avoir rien lu sur rien ni analysé aucun sujet sérieusement. Le Plénum consacre désormais plus de temps à la préparation de ses actions.
Au lieu d'occuper les universités, les activistes partent en campagne. Ils relatent leur expérience ici et là, comme au festival de cinéma subversif, et aident les autres à s'organiser. C'est comme ça que ça marche, la démocratie directe. Ça change tout le temps. Pour employer une formule marxiste, chaque révolution se révolutionne elle-même en permanence. Les modèles se transforment, mais l'idée de base reste la même. Une organisation syndicale s'est formée dans le sillage du plénum. L'Academic Solidarity a inscrit la démocratie directe sur sa bannière et souhaite s'en servir pour assainir l'économie par trop corrompue du pays. Nous montrons qu'il y a une autre façon de penser, une autre façon de faire les choses, de coopérer. Et bien sûr, c'est une grande menace pour le système de pouvoir actuel. La notion de pouvoir est toujours en jeu. Ce qui intéresse les hommes politiques, même dans une démocratie, c'est le pouvoir. Or, dans le concept de démocratie directe, il y a l'idée de redistribuer le pouvoir. Et ça, les puissants veulent à tout prix l'empêcher. Les syndicats patronaux ont déclaré qu'il était illégal pour une organisation syndicale de promouvoir la démocratie directe. Mensonge. Mais Rere Voye et Strafco craignent que la situation ne se complique encore avec l'entrée dans l'Europe. L'Union européenne est un monstre bureaucratique et administratif. Ce n'est pas un système qui encourage les gens à influencer eux-mêmes la politique. Il est plus facile de lutter contre notre gouvernement sur la place Saint-Marc que de lutter contre Bruxelles. On craint en effet que dans un contexte européen, les citoyens soient encore plus coupés de l'establishment. Il est plus simple de poursuivre une utopie à l'échelle régionale avec des amis qui combattent à nos côtés et des ennemis bien concrets juste sous nos yeux. Ces espaces d'utopie existent bel et bien, mais il faut arriver à les entretenir, à les faire perdurer. En continuant par exemple à poser les bonnes questions. Par exemple, apporter des réponses ne serait pas mal non plus. Une enquête en a fourni une. Plus de la moitié des Allemands et des Français interrogés se disent pour la solidarité pan-européenne et trouvent que les habitants des pays les plus touchés par la crise souffrent injustement. Qu'en pensez-vous? À quel point devons-nous être solidaires du reste de l'Europe? Postez-nous vos avis comme d'habitude sur notre page Facebook, d'où vous accéderez à notre site web arte.tv/Europe. Je laisse le mot de la fin à ce clip pour la solidarité. Salut.